Depuis une quinzaine d'années, les outils du SIG sont couramment utilisés en archéologie pour collecter, pour représenter et bien sûr pour analyser les données qui sont liées au spatial. La définition du SIG, c'est une forme de base de données qui associe une description attributaire à des classes d'entités qui sont créées dans un espace géoréférencé. On peut intégrer des informations issues de sources diverses, sous forme de tables, bien sûr, de données vectorielles ou d'images. La structuration des données permet de nombreuses analyses, qu'elles soient spatiales ou attributaires, et elle offre surtout des possibilités infinies de représentation, d'affichage, à travers la production de cartes. Et c'est là que réside principalement la valeur heuristique des SIG par rapport aux simples bases de données. Le web SIG permet en plus de partager les données en ligne au sein d'une communauté scientifique ou avec le grand public. Depuis une dizaine d'années, l'École française a mis en place un programme de développement des outils numériques, indépendamment des programmes quinquennaux. Et l'un des volets de ce développement, c'est de doter chaque site de l'École française d'un web SIG auquel on accède depuis le site web de l'École française, dans l'onglet ressources documentaires et avec le choix ensuite base de données. L'interface interrogeable, qui a été créée en 2012, a été mise à jour l'année passée par Quentin de Grandmaison sous la direction de l'informaticien Louis Mulot, et avec un assemblage de logiciels libres, et en fait les mêmes que ceux qui sont utilisés par l'IGN. Pour le moment, seuls les SIG de Delos et celui de l'Agora de Thasos sont en libre accès, en accès public pour les données publiées, avec Delos qui a été le premier en février 2018. Les web SIG des autres sites sont à différents stades de construction. La même charte graphique est appliquée à tous les web SIG, une charte qui est en grande partie issue de l'Atlas de Delos. En gros, pour les édifices, on a un affichage sous forme de plan masse au 200e. Le web SIG de Malia fait partie des derniers nés, puisque la direction de l'école m'a demandé fin 2018 de prendre en charge sa construction en utilisant comme socle le SIG que j'ai développé à partir des données de la prospection archéologique de Malia, en collaboration avec la géomaticienne du laboratoire Archéorient, Emmanuelle Régagnon. Les données topographiques du SIG de la prospection sont complètes et peuvent être récupérées telles quelles dans le web SIG de Malia. C'est les courbes de niveau, les traits de côte, les routes, les terres agricoles et la végétation, les murs de pierre sèche, les bornes trigonométriques et bien sûr le carroyage du système géodésique national grec. Toutes ces données correspondent à chaque fois à des couches du SIG. Ces données incluent ce qu'on appelle un MNT, un modèle numérique de terrain, donc une image du relief où une valeur d'altitude est affectée à chaque pixel, ce qui procure une alternative au plan topographique comme fond d'affichage des données. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prospection de surface s'est intéressée par définition au secteur du site qui n'avait pas été fouillé, puisque le but, c'était de collecter des informations sur l'extension et l'organisation de la ville entre les quartiers fouillés, spécialement en termes de densité du tissu urbain. Comme le fond de plan de la prospection provient d'un relevé photogrammétrique, qui a été effectué en 89 par l'école polytechnique d'Athènes, seuls les édifices visibles en surface ont été pris en compte à ce moment-là, à l'exception bien sûr des édifices remblayés, mais aussi de ceux qui étaient envahis par la végétation. Ce qui signifie que pour avoir un affichage complet de la ville minoenne avec l'ensemble des édifices fouillés dans une interface géoréférencée, comme c'est le cas pour Delos ou l'Agora de Thasos, il faut d'abord compléter le plan topographique de Malia, ce qui pose un certain nombre de problèmes sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Concernant le projet de WebSIG, mon rôle, c'est d'abord un rôle de coordination d'une équipe qui va impliquer bien sûr des géomaticiens, mais aussi les services informatiques et topographie de l'école française, les responsables de la planothèque, de la photothèque et des archives, un architecte attaché au projet, et puis tous les responsables de fouilles à Malia qui ont donné leur accord écrit pour l'utilisation de leurs données et la mise en ligne, et je les en remercie. Dans la suite, donc, je vais présenter rapidement le SIG de la prospection de Malia, qui sera donc le socle du web SIG, les étapes prévues pour la construction du web SIG, et pour finir rapidement les résultats de la première campagne topographique qui a eu lieu en 2019. Le SIG de la prospection de Malia est multiscalaire, ce qui veut dire qu'il y a un jeu de données par échelle
parce que la prospection a été conduite à deux échelles. D'une part, la prospection intensive de la zone archéologique, dite alpha, zone A, qui correspond en gros à l'extension du tissu urbain et périurbain de la ville minoenne, et d'autre part, la prospection extensive de la région de Malia, entendue comme la plaine côtière entre Stalida à l'ouest et Sissi à l'est, environ 40 km², plus les pentes du Selena jusqu'à environ 900 mètres d'altitude, mais uniquement le long des voies de passage naturelles. Le reste n'a pas été prospecté. Les fonds de plan ont été saisis respectivement au 1000e et au 5000e, mais le MNT pour la région est en fait un SRTN, donc issu de données satellites. À l'échelle de la région, on peut afficher des données comme bien sûr la position de la zone archéologique A, la distribution des sites qui ont été trouvés en prospection. J'utilise le mot site non pas au sens anglais de settlement, mais au sens de lieu avec traces d'activité humaine. Donc ça inclut les tombes, les carrières, des choses comme ça. On peut aussi choisir d'afficher les sites triés par période, avec par exemple seulement les sites protopalatiaux, seulement les sites néopalatiaux. Et on peut aussi confronter cette distribution avec par exemple les zones phytoécologiques, donc qui sont définies par une combinaison du type de sol et de la végétation endémique. Et cette carte cumulée des sites protopalatiaux, néopalatiaux et des unités phytoécologiques est un bon exemple de l'aide qui est apportée par le SIG pour mettre en évidence des dynamiques de peuplement, en l'occurrence, et les corollaires de ces dynamiques, et en l'occurrence, c'est des facteurs économiques qui sont liés au type d'exploitation des ressources agricoles. La carte régionale permet aussi d'afficher les occurrences des différentes catégories de mobilier qui ont été collectées. Par exemple, ici, l'obsidienne, ce qui donne une idée de la circulation au-delà de la ville minoenne d'un matériau qui était forcément importé et donc susceptible d'avoir transité par le port de Malia. À l'échelle de la zone A, maintenant, bon, on peut afficher bien sûr le fond topographique avec des murs de pierre sèche. On peut ajouter les champs cultivés, la végétation sauvage. On peut passer en mode d'affichage MNT avec toujours les murs de pierre sèche. On peut ajouter l'ensemble des murs qui ont été relevés, modernes et anciens. On peut bien sûr afficher la grille des unités de prospection et puis des types de matériaux qui ont été collectés. Je donne juste deux exemples. Là, par exemple, l'obsidienne. Là, on a les pesants. Après, pour une même catégorie de mobilier, on peut afficher, pardon, j'ai encore un affichage à vous proposer, la densité des tessons de surface. Et pour le mobilier, donc, on peut afficher soit des quantités sous forme de cercle proportionnel par unité, ou bien sûr, on peut trier les types de mobilier par les types de mobilier, en l'occurrence les types de pesons, pour avoir leur répartition par type. Comme un SIG par définition est extensible et n'est jamais vraiment terminé, il est toujours évolutif, on peut ajouter des couches au fur et à mesure que les recherches se développent. Et c'est ainsi que, en septembre et octobre 2020, cette année, une prospection géophysique a été conduite sur la zone A et va pouvoir ajouter une couche d'information au SIG. C'était une prospection magnétique et électromagnétique qui a été conduite par le laboratoire Archéorient et qui a permis de sonder le sous-sol dans plusieurs secteurs de la ville, en particulier pour essayer de mieux cerner les limites de l'extension du tissu urbain à l'est et au sud. On ne le voit pas très bien là, mais c'est un secteur immédiatement au nord du sanctuaire aux cornes. Et l'autre grande question qui sous-tendait la problématique de l'exploration géophysique, c'était cette occupation de ce que j'appelle le plateau, donc au nord-ouest de la ville. Et la question était de savoir si la densité, la forte densité de tessons de surface trouvait un équivalent dans les vestiges sous-jacents, sachant que bien sûr les tessons de surface n'offrent pas une bonne résolution pour la délimitation de quartiers. Sur la même problématique, la plateforme Intelespace de la MSH de Clermont-Ferrand nous a fait une couverture LIDAR de la zone A pour la partie qui est couverte de végétation sauvage ou cultivée, là, en l'occurrence surtout des oliveraies,
pour obtenir le micro-relief du sol et essayer de mettre en évidence des murs de surface dans des secteurs où la prospection pédestre n'avait pas donné de résultats. Les données LIDAR sont encore en cours de traitement. Plusieurs secteurs de la zone A ont aussi été traités par photogrammétrie, puisque le drone qui porte le LIDAR porte aussi un appareil photo. Et cette couverture photogrammétrique va offrir une alternative très intéressante au fond satellite, puisqu'on va avoir une définition à 2 cm par pixel, qui est évidemment plus de 10 fois supérieure à celle des fonds satellites. Je passe maintenant à la présentation du projet de WebSIG de Malia. Alors, la première chose à prendre en compte, c'est la structuration de la base de données quand on construit un SIG. Et cette structuration, elle se fait selon un cahier des charges. C'est-à-dire qu'il faut se poser en amont la question de la zone à couvrir, de l'échelle, de la charte graphique. Et puis, au-delà du type d'affichage, bien sûr, du type de requête qu'on veut pouvoir faire et du volume d'informations qu'on veut pouvoir attacher aux éléments du plan, soit par édifice, soit même par partie d'édifice, pour des grands édifices comme le palais, par exemple. Toutes ces décisions sont à prendre en amont. Alors, il se trouve que pour Malia, une partie des réponses sont déjà dictées par la structuration du SIG de la prospection, puisque c'est lui qui sert de socle. Pour le WebSIG, les efforts vont se concentrer sur la zone A, le site archéologique lui-même, et pas sur la région. Le premier chantier, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est la mise à jour du plan topographique de la zone archéologique et puis le traitement de la documentation graphique pour la rendre compatible avec un affichage multiscalaire. Et en l'occurrence, il faudra créer des polygones simplifiés de tous les édifices, puisque quand on affiche, disons à l'échelle d'une page A4, on est au 10 millième, et c'est une échelle où même le plan masse n'est pas distinguable. Enfin, il est distinguable, mais pas dans son détail. Le plan topographique actuel est issu de la vectorisation du plan levé au millième par l'École polytechnique d'Athènes en 89, puis de compléments qui ont été apportés par l'École française à partir de 2006, en particulier pour recaler les édifices fouillés. C'est un plan très très riche, plus de 260 calques, mais les données sont disparates en termes de fichiers vecteurs et raster pour les édifices, qui eux-mêmes se trouvent sous forme soit de pierre à pierre, soit de plan masse, et sous forme surtout de 57 références externes. Pour le moment, la plupart des édifices sont reportés sur le plan sous forme de fichiers raster, donc en fait de scan du plan papier, et avec des degrés de précision très divers. Donc, ces plans devront bien sûr être vectorisés pour être intégrés directement au plan, et puis pour qu'on puisse leur appliquer la charte graphique des WebSIG. Et puis bien sûr, il faudra aussi faire des vérifications sur le terrain après avoir transformé les plans en plan masse. La construction du WebSIG offre une excellente occasion de mettre ce plan à jour et d'harmoniser les données. Et à cet égard, le bilan qui a été fait en 2006 par des stagiaires topographes de l'École supérieure de topographie de Paris, sous la direction de Lionel Fadin, offre un très bon point de départ. À partir de leur travail, en fait, on peut séparer les vestiges architecturaux en 4 catégories principales. On a d'abord les fouilles très récentes, pour lesquelles il existe déjà des fichiers vectoriels géoréférencés qui pourront être intégrés directement au plan. Par exemple, le secteur Pi fouillé par Maya Polander ou les nouvelles fouilles des magasins de Seine par Maud de Volder. Ensuite, on a les secteurs du centre-ville qui ont bénéficié de relevés topographiques très précis, relativement récents, comme le Palais, le quartier Mu, quartier Nu, la crypte, le sanctuaire aux cornes aussi. Et donc ceux-là, ces plans-là devront simplement être vectorisés. Ensuite, on trouve des édifices du centre-ville qui ont été relevés plus anciennement et qu'on peut recaler, mais avec des marges d'erreur variables, de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres. Et pour le WebSIG, qui sera à l'échelle du 200e, donc nous avons décidé avec Lionel Fadin de considérer comme acceptables les marges d'erreur de 20 cm qui vont représenter 1 mm sur l'échelle du 200e. Alors pour les édifices qui présentent des marges d'erreur supérieures, il faudra faire des orthophotoplans, donc des assemblages de clichés photogrammétriques par drone, géoréférencés grâce à des cibles posées au sol préalablement, et éventuellement avec un nettoyage préalable des ruines si les vestiges sont trop couverts de végétation. Et puis pour finir, on a des édifices qui posent des gros problèmes de recalage parce que le plan présente des déformations trop importantes ou alors tout simplement
parce que les vestiges ne sont plus visibles, parce qu'ils ont été remblayés. Et dans ce cas-là, les marges d'erreur montent jusqu'à 2 mètres. Et c'est estimé. Pour recaler ces édifices, donc il va falloir à minima redégager les angles ou même éventuellement les côtés par un nettoyage dit archéologique, c'est-à-dire jusqu'au niveau de l'assise supérieure conservée. Et puis, il faudra remesurer les points ou refaire une couverture photogrammétrique. Alors, heureusement, les données de la prospection de surface permettent de situer assez précisément à peu près tous les édifices remblayés. Les étapes autres que la finalisation du plan topographique, ce sont surtout la délimitation et l'appellation de secteurs qui vont diviser la zone archéologique, et puis évidemment l'ajout de notices, au moins bibliographiques au début, et puis ensuite de notices explicatives plus ou moins détaillées, qui vont impliquer bien sûr les responsables des différentes fouilles, éventuellement avec des étudiants de master. On peut prévoir l'ajout d'illustrations, qu'il faudra trier et sélectionner dans les ressources de la photothèque. Et on pourrait en tout cas décider que les ressources ajoutées entrées dans le intégré au SIG devraient atteindre au moins le niveau de détail des guides qui existent déjà pour Malia, pour le quartier Mu et pour le Palais. Et pour ce qui est de l'illustration graphique et photographique, on pourrait prévoir une interopérabilité avec la base Archimage qui offre déjà de l'illustration en ligne via le site de l'École française d'Athènes. Et puis, comme Malia est un site multipériode, on pourrait aussi réfléchir à une représentation de l'évolution de la ville en diachronie au fur et à mesure que les connaissances progressent sur la date de construction et d'occupation des différents édifices, des différents quartiers. Alors, rapidement, les résultats de la campagne topographique qui a eu lieu en 2019 avec Lionel Fadin. Donc, elle a concerné 2 édifices, Epsilon, Maison Epsilon et Chrysolakos, qui ont fait l'objet d'une couverture photogrammétrique par drone. Le premier édifice a été choisi parce que son plan, qui résulte en fait de plusieurs relevés d'origine différentes, ne peut pas être recalé. Le plan pierre à pierre n'est pas indispensable pour le web SIG, et comme un relevé de détail nécessiterait un nettoyage important et un travail d'architecte aussi, une étude architecturale, ce travail a été laissé de côté pour le moment. Donc la photogrammétrie va uniquement servir à faire un plan masse qui pourra être intégré directement au web SIG. L'autre édifice, Chrysolakos, a été choisi pour 2 raisons. D'abord parce que le rapport topographique de 2006 disait, et je le cite, « Le plan de la nécropole de Chrysolakos est particulièrement faux, seul le contour est grossièrement juste, tous les éléments à l'intérieur sont mal placés avec un décalage moyen de 70 cm. » Et l'autre raison, c'est que j'avais entamé en parallèle une étude de Chrysolakos, une réétude, qui ne pouvait pas progresser sans l'aide d'un nouveau plan. Et c'est pourquoi, dans ce cas-là, la couverture photogrammétrique a été précédée d'un nettoyage complet qui a permis aussi à Emmanuel Régagnon de faire un relevé pierre à pierre complet. Et donc, c'est son travail qui fera l'objet de la seconde partie de la présentation suivante. Alors là, j'en ai terminé pour le web SIG de Malia.